Est-ce que vous savez ce qu'est un duplex? C'est vraiment le truc qu'on voit sur BFM quand il y a un journaliste extérieur qui intervient en direct sur la chaîne pour par exemple communiquer sur l'ambiance du Stade de France quoi. Bienvenue donc dans le deuxième format majeur de ma chaîne après les critiques, le duplex, votre nouveau rendez-vous donc du dimanche qui décortiquera et qui sélectionnera surtout les meilleures infos de la semaine en matière de pop culture. Je parle notamment de jeux vidéo, de ciné, de séries, bref plein de choses encore à venir, croyez-moi. Mais au-delà de vous présenter les infos, on va surtout faire tout l'inverse de ce qu'un journaliste doit faire, à savoir apporter un jugement sur une news. Parce que je sais pas vous, mais rester neutre, personnellement, ça me fait chier, ou en tout cas rester trop factuel. Donc du coup ici on va apporter notre point de vue et on va essayer un petit peu de penser l'info. Le duplex évidemment, et c'est aussi ça le sujet phare de ce format, c'est un invité extérieur à la chaîne qui interviendra toutes les semaines sur un sujet donné pour nous donner un petit peu son point de vue et pour créer on va dire une sorte de débat. Ça peut être vraiment n'importe qui comme invité, ça peut être un youtubeur, un instagrammeur, un cosplayer, un mec de la scène JV, bref vraiment je considère que tous les avis sont bons à prendre, hein, du moment qu'ils sont constructifs bien sûr, donc ça peut même être vous et je ferai appel à vous quelquefois, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer je tiens à dire que évidemment je suis friand de tout retour que vous pouvez me faire sur ce nouveau format pour le faire grandir avec moi. Et puis on peut commencer. Au programme d'aujourd'hui, Landry sera notre invité et nous partagera son avis sur la possible et probable rétrocompatibilité de la PS5, quelques fuites en images du tournage de The Batman, à quoi faut-il s'attendre, Marvel Studios prévoirait-il de faire revenir des héros bien connus du grand public pour le MCU, mais surtout comment? C'est ce que nous allons voir. Et une nouvelle console à venir de Nintendo très bientôt, bienvenue dans la première édition du Duplex. Parlons tout d'abord de Marvel, parce que oui, ces derniers jours, l'actualité, elle a été assez inondée de news, de rumeurs, de trailers même. Et même si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai mis sur Twitter, j'ai besoin d'approfondir certaines choses, surtout que je suis grave hypé par certains trucs. Déjà, il y a de grosses rumeurs ici, partagées par donc MCU Cosmic, qui est assez connu dans le domaine pour avoir des rumeurs qui se confirment quelques mois après, concernant l'intégration de The Defenders sur le MCU. Alors vous n'êtes pas sans savoir que The Defenders, donc Iron Fist, Punisher, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, bref tout ce petit groupe là qui a vu ces séries annulées sur Netflix malgré l'avis des fans, malgré le fait aussi que je kiffais tout simplement la plupart de ces séries en tout cas, et bien rassurez-vous parce qu'il se pourrait que Marvel Studios et des petits projets dans le carton concernant tous ces petits personnages. Alors seul hic pour le moment par contre, on ne sait pas si les mêmes acteurs seront de retour dans leurs personnages respectifs. Je rappelle que Marvel Studios doit attendre 2 ans après la date d'annulation des séries par Netflix pour utiliser les personnages donc d'ici fin d'année 2020, et ça ne veut pas dire non plus que tous les personnages seront de retour sur grand écran. Bon, j'ai vraiment aucun doute quant au retour de Daredevil et du Punisher qui sont voilà des personnages populaires et parfois bien plus appréciés que certains héros présents dans les purs films Marvel, mais ça pourrait être compliqué de trouver de la place pour Luke Cage ou Iron Fist. Bon, je vais vraiment partir du principe que Charlie Cox et John Bernthal reprendront leur rôle respectif de Punisher et Daredevil pour vous dire que je suis vraiment comme un ouf effectivement si cette rumeur se confirme et si c'est officiel. Je vais pas vous cacher honnêtement, même si c'est difficilement comparable, que j'ai bien plus apprécié parfois Punisher ou Daredevil que des films du MCU, certains en tout cas. Et du coup, ouais, j'étais le premier à râler quand Netflix ils ont abandonné le renouvellement des saisons. Après, c'est aussi ça l'avantage des séries, c'est que tes personnages ont un temps d'écran qui est bien plus supérieur à un film, et donc tu peux généralement bien plus développer tes personnages et qu'ils soient bien plus attachants. La seule chose qui me chagrine vraiment là-dedans, c'est que j'ai la nette impression que si Daredevil et Punisher et même d'autres Defenders sont intégrés au MCU, ils vont être intégrés en tant que personnages secondaires. Et ça serait logique quand on y pense, tu peux pas introduire de nouveaux personnages dans cet immense univers qui est déjà plein de personnages et qui en plus ont des héros qui ne demandent à être encore plus développés comme par exemple Falcon ou Wanda. Mais je sais pas, personnellement, tel que je vois Daredevil, je le vois pas comme un personnage secondaire, donc dites-moi si vous êtes du même avec moi en commentaire. Reste aussi à voir évidemment comment ils vont adapter ça à un film tout public, parce que c'est là aussi la grande question. Adapter un Punisher dans le même état qu'il était dans la série, je suis pas sûr que ça passe pour Marvel Studios, et ne pensez même pas à négocier un rated R comme avec Deadpool, qui a dû faire des pieds et des mains pour garder un peu de sang dans le prochain film. Je pense donc que tout le côté sanglant que nous proposaient certains héros des Defenders sur leur série Netflix ne sera pas dans la partie avec le MCU. Changeons de news maintenant et passons à un autre format d'écran qui risque de vous plaire je pense.
Beaucoup de sources en parlent, Nintendo serait en train de développer une version pro de la Switch, et oui. Et quand on y pense, ça serait logique. Nintendo, ils aiment bien faire des petites updates de leur console, je pense notamment à la DS qui a connu le même chemin. On sort la console, ensuite on sort une version light, puis on sort la 3DS avec, souvenez-vous, l'intégration 3D qui faisait bien mal à la tête. Et plus encore, le Digitimes, donc qui est un journal taïwanais je crois, aurait des sources de la chaîne d'approvisionnement de Nintendo, et ils auraient confirmé une possible sortie de la console aux alentours de septembre prochain. Elle aurait le nom Pro, même si c'est assez légitime de se demander si une console hybride peut avoir une utilisation professionnelle. Et pour répondre à cette question, je te dirais tout simplement d'aller demander ça à un joueur e-sport professionnel. Mais ici, c'est surtout qu'elle disposerait donc d'un écran 4K avec un meilleur processeur pour de meilleures performances graphiques et donc pouvoir adapter des jeux encore plus gros. On avait quelques rumeurs autour de la portabilité de Red Dead Redemption 2 sur Switch, et même si elles se sont avérées fausses, c'est exactement ce genre de news qui pourrait s'avérer maintenant croustillante et possible. Parce que bon, faire tourner un jeu comme Red Dead 2 qui demande des ressources colossales sur Switch, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Après, est-ce que vraiment avoir un écran de 4K sur la console est une plus-value, est un argument d'achat pour moi? Je vais vous dire que non, parce que personnellement, avoir un écran de 4K à quelques centimètres de moi, je verrai pas la différence. Par contre, si on la passe en mode console de salon sur un écran de TV qui a bien sûr une compatibilité 4K, c'est là où la différence pourrait être non négligeable, je pense. Faudrait également que les développeurs proposent une version 4K sur leur jeu, donc déjà tous les jeux sortis avant la Switch Pro, vous oubliez, ou en tout cas la plupart. Bon, l'info qui va suivre, quant à elle, est à prendre avec de plus grosses pincettes de ce que je vous ai dit précédemment, mais il serait aussi en train de réfléchir à intégrer une connectivité 5G directement dans la console pour du coup une meilleure latence en ligne, on imagine, et peut-être d'autres fonctionnalités que nous ne connaissons pas encore. Et personnellement, je trouve que c'est un choix assez réfléchi. On arrive voilà dans l'ère de la 5G, les plus gros opérateurs téléphoniques vont commencer d'ici quelques mois à nous proposer des abonnements 5G directement dans nos forfaits. C'est quelque chose qui va de plus en plus se démocratiser, et effectivement, si Nintendo intègre une connectivité 5G dans leur console, ils sécurisent en quelque sorte l'avenir, et ça veut dire qu'en 2022, soit 2 ans après que la console soit sortie, ils seront toujours un petit peu au goût du jour et ils se seront pas fait rattraper par le high-tech, par la technologie. Bref, il y a de fortes chances pour Noël qu'on ait le choix entre la Xbox Series X, la Nintendo Switch et aussi la PS5. Et parlons-en justement de cette PS5. Rassurez-vous, je ne parlerai pas ici du logo dévoilé il y a quelques jours, qui fait au passage beaucoup plus de bruit et d'engagement que la révélation, il y a quelques semaines, de la Xbox Series X. Mais vraiment, je vais vous parler ici de quelque chose de 1000 fois plus hypant, je trouve. Rien d'officiel, mais quasi sûr, je pense. La PS5 serait rétro-compatible avec l'ensemble des générations PlayStation. Autrement dit, tu pourras mettre dans ta PS5 des jeux PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 évidemment, et la console se chargerait elle-même d'update ton jeu grâce à une nouvelle technologie embarquée dans la console qui permettrait justement de mettre à l'échelle. Parce que sur PS1, vous vous rappelez, on avait des jeux qui n'avaient pas un format HD, ça n'existait pas encore. Donc oui, la console pourra apparemment convertir ce format d'image en quelque chose de plus actuel, donc en HD on imagine, et peut-être même en 4K sur certains jeux on imagine aussi. Pour un petit peu débriefer de tout ça, j'ai invité donc Landry qui propose beaucoup de contenu en rapport avec la pop culture sur sa chaîne, le lien en description, je vous conseille d'aller voir, c'est génial. Donc on va s'intéresser à ces arguments pendant 1 minute 30 exactement, et on reviendra donc ensuite pour débriefer tout ça, c'est parti. Qu'est-ce que je pense par rapport au fait que la PS5 soit rétro-compatible? Eh bien c'est tout simple, je suis extrêmement satisfait parce que j'adore les anciens jeux, les jeux un petit peu plus vintage. Parce que par exemple, je jouais à Halo Reach, et Halo Reach c'est un jeu qui se joue sur Xbox 360, mais grâce à la rétro-compatibilité de certains jeux Xbox sur Xbox One, j'ai pu jouer à ce jeu Halo Reach. Après, est-ce que je préfère une console plus futuriste ou plus centrée sur des jeux qu'on a déjà connus? Je pense que la PS5 peut être un mélange des deux, dans le sens où il y a forcément des gens qui vont vouloir jouer à des jeux plus anciens, où il y a des gens qui vont se dire bon je m'en fous des jeux anciens, moi je veux jouer aux nouvelles licences. Après, est-ce que la rétrocompatibilité d'une console est un argument d'achat? Selon moi oui, parce que ça nous permet d'englober à la fois l'ancienne génération et la nouvelle génération des jeux à venir. Personnellement, je ne me considère pas comme un joueur hardcore, mais j'aime bien jouer de temps en temps à des jeux ou des licences phares qui ont bercé mon enfance, comme Halo, comme Mario Kart. Je possède tous les jeux FIFA de 2004 à aujourd'hui, même si le 2020 je ne l'ai pas encore acheté, et je pense que je ne l'achèterai pas par rapport au fait que ça ne me plaise pas. Mais je suis plus le genre de personne qui garde un œil sur ce qui s'est passé avant, tout en ayant toujours la vision sur
sur l'avenir. Donc est-ce que la rétrocompatibilité d'une console va me pousser à acheter cette même console? Bah ça peut être un argument de choc et pour moi ça fonctionne en tout cas. C'est super intéressant à la fois pour les personnes qui veulent rejouer à des jeux auxquels ils ont joué quand ils étaient plus petits ou à des personnes qui veulent découvrir les anciens jeux pour savoir comment est-ce que le jeu vidéo a évolué. Malgré le fait qu'il soit fan de FIFA, il dit des choses qui sont très intéressantes. Déjà, il parle vraiment d'une homogénéisation de la communauté. Les grands comme les petits pourront trouver leur compte et je pense que ce sera vraiment ce sur quoi reposera toute la communication et je suis persuadé que le slogan de vente, vous allez voir, sera une sorte de message de regroupement. Si on analyse ça, Sony va y gagner. Il y a plein de rétro gamers qui n'ont pas par exemple les nouvelles consoles afin de pouvoir rester sur leurs jeux rétro. Alors imaginez le nombre d'abonnements PS Plus par exemple que va gagner Sony à la sortie de la console. Je suis persuadé qu'ils vont aussi multiplier le nombre d'abonnés qu'il y a sur le PS Now, car je suis sûr qu'il y aura sur le PS Now, peut-être 2 mois après la sortie de la PS5, un catalogue de jeux rétro colossal. Donc autrement dit, tu paieras 10 € par mois et tu pourras jouer à tout un catalogue de jeux anciens et de jeux récents pour vraiment pas cher. Donc je pense qu'ils vont vraiment exploser les scores à ce niveau là. Après, imaginez aussi comment le marché va décoller. Imaginez ceux qui ont gardé leurs anciens jeux PS1, PS2 chez eux et qui pourront les revendre. Le prix il va grave grimper et personnellement je regrette un peu d'avoir tout vendu en vide-grenier et je pense que je suis pas le seul parmi vous, peut-être que vous aussi. Après il y a quelque chose de marrant je trouve, c'est que Landry dit ne pas être un hardcore gamer mais que ça l'intéresse quand même. Est-ce que justement cette console ne serait pas destinée plus aux soft gamers, donc aux joueurs occasionnels entre guillemets, qu'aux hardcore gamers? Parce que le hardcore gamer c'est quelqu'un qui va se projeter dans le futur pour atteindre un certain skill ou atteindre des objectifs différents et avec l'émergence de l'e-sport depuis quelques années, oui je le dis, la plupart des hardcore gamers vont avoir des ambitions professionnelles. Ceci étant dit, pas sûr que ça les intéresse d'avoir une console qui supportera toutes les générations précédentes de jeux. Après qu'on se le dise, ils vont quand même acheter la PS5, mais plus pour les spécificités et jeux à venir que pour la nostalgie je pense. Du coup n'hésite pas à me dire si toi t'es un hardcore gamer ou un soft gamer et si vraiment ça t'intéresse, qu'est-ce que tu penses du coup de toute cette rétro-compatibilité. Pour terminer, on a eu droit aux premières fuites du tournage en images de The Batman. Avec donc entre autres les premières images du pingouin de Colin Farrell et évidemment du Batman de Robert Pattinson. Le pingouin, qui sera toujours muni de son parapluie mythique, change un peu de look. Il reste assez simple, sobre, mais il paraît blond sur la photo. Et avant de parler du Batman de Robert Pattinson, j'aimerais vraiment qu'on débriefe un petit peu cet aspect du pingouin. Quand j'ai appris que Colin Farrell incarnerait du coup le pingouin, j'étais content mais déçu à la fois. Content parce que c'est un très bon acteur et je sais très bien qu'il incarnera parfaitement le pingouin à condition bien sûr que le personnage soit bien écrit, mais déçu concernant l'adaptation physique du personnage. Question de goût j'imagine, mais cette fois au cinéma j'aurais vraiment aimé un pingouin qui ressemble beaucoup plus au physique qu'il a dans les comics. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais comme un ouf quand Jonas Hill était pressenti pour le rôle. Parce qu'au final, la dernière adaptation du pingouin au cinéma, elle date quand même d'il y a longtemps et elle date trop pour que la nouvelle génération qui ne sont pas forcément fans de Batman s'y intéresse. Parce que ce qu'on voit, à part la coupe de cheveux, il y a pour le moment pas beaucoup de différence avec le pingouin de Gotham incarné par le génialissime Robin Taylor. On imagine qu'il aura par contre la démarche bancale de Cobblepot avec peut-être la voix nasillarde. Et même si le personnage évolue comme je vous l'ai dit sur Twitter, ça me semble peu probable qu'il se transforme physiquement le temps d'un film, mais qui sait, peut-être qu'il y aura une suite. On a eu le droit également à la première image de ce qui semble être Bruce Wayne sur une moto. Alors pour le moment, aucun face reveal de Batman, même les dernières photos qui ont fuité dernièrement sur Twitter ne sont pas issues du tournage de ce Batman, donc faites attention. Et voilà, sur cette photo, on imagine très probablement, très fortement que c'est Robert Pattinson. On aura droit, je pense, dans les prochains mois à venir à une photo officielle de Robert Pattinson en Batman, comme ça avait été le cas pour le Batman de Ben Affleck dans Justice League, qui devrait, en termes de look et d'après quelques rumeurs fondées sur Twitter, être adapté du costume porté par Adam West dans la série des années 60. On aurait un costume bleu-gris, le retour des yeux blancs, yes, et sans logo jaune. Après, gardons en tête que les images sont de très mauvaise qualité, donc évidemment on rate plein de trucs. Ici mon avis repose sur un manque cruel de pixels, donc il sera sûrement amené à changer, je l'espère, on est là pour évoluer. Je sais pas vous, mais personnellement ce film me hype beaucoup plus que la plupart des projets futurs du MCU en fait. Je garde en considération et je garde dans mon cœur que la trilogie de Nolan avec les Batman reste parmi mes films préférés de tous les temps et j'ai vraiment hâte en fait de voir comment ils vont adapter
ce nouveau Batman qui va cette fois, je le rappelle, être centré sur un point de vue un peu plus détective, où il y aura des enquêtes, et qui va donc combattre Catwoman, donc il y aura certainement une relation pseudo-amoureuse entre eux comme d'habitude, qui va aussi rencontrer l'homme mystère, et évidemment le pingouin. En vrai, je vais vous dire les dos, j'attends qu'une chose, voir les putains d'énigmes de l'homme mystère. C'est un personnage que j'ai découvert grâce au jeu Batman Arkham, et putain, je l'ai grave kiffé. J'ai séché toutes ces énigmes, et je trouve le personnage ultra charismatique. Reste plus qu'à voir comment Paul Dano se débrouillera dans le rôle par contre. Bon les dos, c'est tout pour cette semaine. Je pense que ce format pour vous, c'est un bon moyen d'être à jour sur l'actualité la plus intéressante entre guillemets de la pop culture, sans forcément regarder 36 000 vidéos ou éplucher 36 000 sites pour vraiment vous faire gagner du temps. Moi de mon côté, ça me permet de parler d'actualité et surtout d'avoir un recul sur les choses, d'essayer de la penser. Alors évidemment, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne seront pas du même avec moi, mais on est sur une chaîne critique. Et moi, c'est un petit peu le format, je pense, que je cherchais depuis le début, mais sans le savoir. Si vous me connaissez et que vous m'appréciez, je ne doute pas que vous me ferez des retours constructifs sur ce nouveau format. Je compte sur vous pour le faire grandir. Et si tu me découvres, eh ben écoute, abonne-toi en fait. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle édition du Duplex avec un nouvel invité et de nouvelles infos. Avant ça, il y aura la critique de Dracula qui sortira en début de semaine sur la chaîne et une petite vidéo théorie surprise sur une série, je le sais, que vous appréciez grandement. Toujours un plaisir de vous partager tout ça les dos. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux chaque jour à me suivre et je vous promets que 2020, ça va être une bête d'année. Des bisous les dos.